Bienvenue à tous. 239 films en présentation sur 1130 œuvres reçues. Après un report de quelques mois, le FESPACO 2021 fait un carton plein. En dépit d'un contexte sanitaire et sécuritaire non favorable, les organisateurs de la 27e édition du plus grand festival de cinéma sur le continent africain ont bravé les obstacles pour prouver la vitalité du secteur et s'ouvrir vers le futur. Avec le thème « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». Les mutations imposées par la digitalisation présentent certes des défis, mais aussi d'énormes opportunités en termes de distribution et de créativité. Ceci alors que de grandes maisons de production audiovisuelle comme Netflix et Canal+ investissent sur le continent. Regard sur le cinéma africain d'aujourd'hui et de demain, c'est tout de suite dans Washington Forum. Initialement prévu en février, le 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a finalement ouvert ses portes le samedi 16 octobre. Le FESPACO se tient dans un contexte de grande mutation et d'ouverture pour le 7e art en Afrique. Suivons les explications d'Arzouma Compaoré. Comme l'indique le thème de cette 27e édition du FESPACO, les professionnels du cinéma africain sont résolus à ouvrir une nouvelle page. Et la symbolique est forte, l'espoir de tout un continent porté sur les épaules de l'homme le plus fort du monde. Le thème qui a été choisi, qui vise effectivement à voir quelles sont les difficultés, les contraintes, les perspectives du cinéma africain, c'est un thème qui est important. C'est un festival qui porte un nouveau regard sur le cinéma d'Afrique et de la diaspora. Les crises sanitaires et sécuritaires mettant à rude épreuve les libertés des uns et des autres. L'édition de cette année, c'est une édition de résilience. C'est une édition aussi qui va permettre aussi aux professionnels, permettre aux spectateurs, à tous les Burkinabés, à tous les Africains, de voir en fait que sur le continent, nous résistons malgré les difficultés que nous vivons. La création, elle continue. Un message qui résonne comme celui d'un certain Samben Ousmane lors de l'inauguration à Ouagadougou de la place des cinéastes en 1985. L'acte auquel nous venons d'assister ne concerne pas seulement le cinéma et les cinéastes. C'est tout un peuple qui prend conscience de la place qu'une culture occupe dans nos cœurs et dans notre évolution. Depuis lors, si les éditions se sont succédées avec à chaque fois la même ferveur populaire et plusieurs délégués généraux, la qualité et le nombre de films projetés n'ont cessé d'augmenter, et d'abord avec l'avènement de la vidéo, puis plus récemment du tout numérique. Selon une récente étude de l'UNESCO, environ 2500 films sont réalisés chaque année par Nollywood tout seul, l'industrie du film nigérian. Mais à l'image des devanciers, le FESPACO prend des rides. Il lui faut un nouveau souffle, et de l'avis de beaucoup, il semble l'avoir retrouvé sous la direction de son nouveau délégué général. L'une de nos missions, c'est de pouvoir ramener les professionnels au cœur de cet événement-là. Les catégories existantes déjà ont été renforcées par de nouvelles catégories, dont la section perspective, où l'espoir est talent. Et justement, ça va permettre à ces jeunes réalisateurs de pouvoir se confronter entre eux. Et nous avons aussi justement cette section que nous appelons adorablement la section Burkina. C'est aussi de permettre aussi le cinéma burkinabé qui a fait le bonheur du continent africain et bien sûr aussi du Burkina Faso aussi, puisse retrouver sa place aussi dans ce concert de création cinématographique. Pour Alex Moussa Sawadogo, le FESPACO reste une passerelle, une vitrine de visibilité des nouvelles créations du continent et de la diaspora, une passerelle pour les aspirants du cinéma et surtout un moyen pour lier l'artistique et l'économique afin que le FESPACO demeure un festival de son temps. Voilà, merci beaucoup. Et donc, nous avons donc comme invité depuis notre studio de Paris, Karine Barclay. Karine Barclay, fondatrice de Kibé Business Services. Elle est initiatrice du pavillon Afrique au Festival de Cannes. Et avec moi ici en studio à Washington, Arzouma Compaoré, journaliste, présentateur du Monde aujourd'hui, mais également auteur du court-métrage Hawa. Merci à vous deux. Alors je reste avec vous, Arzouma. Arzouma,
les échos qu'on a du festival en ce moment, avec toutes les nouveautés, quelle est votre appréciation? Je peux dire que de ce que j'entends en tout cas sur place, les gens sont plutôt ravis. C'est un festival, comme on le disait tantôt, de la résilience. Les gens ont voulu sortir pour exprimer quand même leur résistance et leur courage en fait face à la situation que le pays vit. C'est un peu une sorte de test de témoignage pour les festivaliers. Contexte sécuritaire, mais également le sanitaire COVID. aussi, c'est ça. D'accord. Alors, Karine, vous dites que vous voulez donner plus de visibilité sur la scène mondiale talents africains et de la diaspora, n'est-ce pas? Et de permettre au continent de prendre une plus grande part des milliards qui sont générés par l'industrie du film au niveau international. Pour vous, qu'est-ce qui manque à la chaîne pour que cela puisse se réaliser? Écoutez, je dirais, à moitié sous forme de boutade, que Pavillon Afrique est le chaînon manquant pour rendre vraiment l'industrie cinématographique africaine un peu plus performante. Parce que ce qu'il manquait, il y a les talents déjà, surtout, et c'est ce qui est le plus important. Il y a la volonté aussi. Et ce que nous faisons à Pavillon Afrique, c'est vraiment de permettre que les gens se rencontrent et forment ensemble une chaîne de valeur pour permettre à l'industrie de vraiment performer. Et vous avez parlé tout à l'heure du rapport de l'UNESCO sur le cinéma africain, et il disait que donc les trois besoins basiques, c'est la formation, un cadre institutionnel et juridique et également un fonds. Et nous mettons ensemble tout cela à Pavillon Afrique. Nous avons de la formation puisqu'il y a une école de formation en ligne intégrée qui s'appelle Arts et Business Center, pardon. Nous invitons aussi donc les institutionnels, c'est-à-dire soit les ministres de la Culture ou encore les commissions du film. Et nous essayons également de faire venir des investisseurs pour investir sur les films. Donc nous essayons déjà, avant même d'avoir le résultat donc de ce rapport, de mettre ensemble toutes ces trois branches qui sont indispensables pour former un tout cohérent. Et pourquoi Cannes particulièrement? Tout simplement parce que je crois que souvent nous ne nous autorisons pas à être dans les plus beaux endroits. Cannes est le festival le plus beau, le plus glamour et l'un des plus grands au monde. Et je pense que l'Afrique doit y être tout simplement. Nous avons notre place parce que nous avons des films qui ont de la qualité, nous avons les talents comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pourquoi pas? D'accord. Alors, Arzouma, comme Karine l'a dit, hein, l'Afrique doit réclamer sa part de cette manne financière. Qu'est-ce qu'il faut, puisque sur le continent, comme vous le savez, beaucoup ont épousé le 7e art, principalement par passion. Maintenant, on se rend compte que quand même, il y a d'énormes opportunités économiques. Alors, c'est une question un peu difficile parce qu'il n'y a pas une seule réponse à cela. Mais déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, ce serait justement de revoir un peu ce tandem secteur privé, secteur public, ou comment en fait travailler à mettre en place des politiques qui favorisent et qui mettent en exergue justement, qui stimulent plutôt la production, qui stimulent la formation et qui mettent en place des politiques et un cadre légal pour que justement les différentes productions puissent engendrer justement des revenus qui soient intéressants pour les cinéastes. Et dans le cadre de la digitalisation, c'est une opportunité? C'est une grande opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, depuis l'avènement justement de la vidéo, on a vu que la quantité de production de films justement a augmenté avec le tout numérique, c'est-à-dire de la production jusqu'à la diffusion. Maintenant, quasiment les frais sont réduits à grande échelle et disons, les jeunes qui généralement sont exclus de des différents guichets justement de production ont accès. Un peu. Voilà, ils ont maintenant accès à tous ces guichets-là. D'accord. Alors, Karine, 20 000 emplois et 20 milliards de dollars, c'est un peu le potentiel que présente le cinéma africain selon l'UNESCO. Quel rôle la numérisation peut jouer dans la réalisation de ces objectifs?
Bon, il s'agit bien sûr d'une projection qui a été faite par le FEPACI. Le rôle est vraiment multiple et central, même si on doit faire attention à ne pas trop se focaliser sur la numérisation, puisque ça concerne un certain type de contenu. Mais bien sûr, cela procure le matériel, puisque maintenant le matériel est beaucoup moins cher qu'avant. Avec un téléphone portable, on peut faire un film. Je crois qu'il y a même un festival du film fait sur les mobiles. Et par exemple, vous avez aussi de la formation. Ce n'est pas une formation avec des niveaux bien spécifiques, mais vous pouvez, si vous avez, par exemple, des craintes sur telle ou telle partie de votre industrie, vous pouvez toujours aller sur YouTube et apprendre. Et ensuite, pour citer à nouveau YouTube, ça vous permet d'avoir également de la monétisation. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, si on le prend pour ce qu'il est, et qui permet donc aux talents africains de s'exprimer quand ils n'ont pas, par exemple, de matériel professionnel, qui n'ont pas accès à des formations, etc., et à de la monétisation, pardon, qui est vraiment un des facteurs peut-être qui manque le plus en Afrique. Alors, Karine, on donne souvent l'exemple de Nollywood. Alors, pour le cinéma francophone en Afrique et dans la diaspora, je signale que vous travaillez également pour la diaspora africaine dans ce sens. Est-ce qu'il y a moyen de transposer ce modèle Nollywood dans nos pays francophones, par exemple? Est-ce que c'est un modèle qu'on peut suivre? Les Nigérians eux-mêmes ne sont pas sûrs de la qualité. Ils sont très critiques de ce qu'ils font, même si on les admire parce qu'ils ont créé eux-mêmes leur industrie. Ils sont allés de l'avant, même si ils n'avaient pas nécessairement de soutien de l'État. Et je crois qu'en francophonie, on est un peu en deçà. Par exemple, en quantité de salles de cinéma, on est vraiment très, très loin derrière, même si ces dernières années, Vivendi et je crois Pathé Gaumont ont vraiment mis l'accent et ont créé beaucoup de nouvelles salles. Mais peut-être que les francophones attendent un peu trop de l'État. Et qu'il faudrait qu'ils cherchent ailleurs. Et c'est pour ça que Pavillon Afrique essaie de mettre d'autres outils, parce que sinon, les États ne peuvent pas financer tous les films. D'accord. Vous voyez, ils peuvent financer un petit bout, certains, mais certainement pas tous. Absolument. Alors, Azuma, avant d'aller aux commentaires Facebook, l'un des problèmes qu'engendre le numérique, c'est la facilité avec laquelle on peut pirater une œuvre, n'est-ce pas? Comment s'assurer qu'on peut profiter des avancées technologiques tout en combattant le piratage qui a toujours été un problème pour le cinéma africain? C'est vrai, Abdou, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le piratage, mais il faut dire aussi qu'avec la transition numérique, il y a maintenant des moyens de détecter justement les contenus qui sont piratés, ou en tout cas de détecter leur utilisation illégale sur Internet. On pense facilement à YouTube ou Facebook qui nous rappellent cela souvent lorsqu'on utilise des contenus qui ne nous appartiennent pas. Mais je pense surtout que la question de l'absence d'un cadre juridique qui régit justement ces utilisations-là est le vrai problème. Je pense que, justement, ça me rappelle un peu c'était en 2018, en 2016 plutôt, l'UMOA avait mis en place justement 3 directives pour régir un cadre juridique pour le cinéma, mais ça reste insuffisant. On est toujours, en fait, exposé à toutes ces questions justement de droits de visa d'utilisation, des droits d'auteur, et comment aussi faire en sorte que l'accès à l'aide soit juste, et que l'utilisation aussi de ces fonds soit juste. Et donc, il y a beaucoup de ces informations-là qu'il faut mettre en place. Et pour terminer, j'irai même plus loin en disant qu'aujourd'hui, avec les NFT, donc les Non-Fungible Tokens, donc cette nouvelle technologie qui permet d'identifier les objets numériques de façon unique, ça se popularise de plus en plus, et ça va permettre justement de diminuer un peu plus justement le piratage. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Archiduc Théodore qui est à N'Djamena. Il nous dit « Les défis du cinéma africain sont liés à son niveau d'industrialisation et de distribution. Ces opportunités résident dans le sens des thèmes abordés et des messages véhiculés. » Et puis Alphonse Mbouaki à Kinshasa écrit
la montée en puissance du cinéma en Afrique créera des emplois si celui-ci devient une industrie comme Hollywood et produit des revenus tout en véhiculant la culture africaine à travers le monde. Voilà. Merci beaucoup de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités depuis notre studio de Paris, Karine Barclay, fondatrice de Kibé Business Services. Elle est initiatrice du pavillon Afrique au Festival de Cannes. Et avec moi ici en studio à Washington, Arzouma Compaoré, journaliste, présentateur du journal Le Monde aujourd'hui, auteur du court-métrage Hawa, qui parle un peu de l'immigration, de l'intégration, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Karine, comment est-ce que les cinéastes en Afrique et dans la diaspora peuvent tirer leur épingle du jeu dans le contexte actuel? Je pense qu'ils ont déjà fait preuve de beaucoup de résilience, puisque les tournages ont repris, ils sont très actifs, je le vois sur nos réseaux sociaux, je le vois un peu partout, ils essaient d'aller vers les festivals, etc. Mais je pense que il ne faudrait pas qu'ils s'enferment. J'ai remarqué une tendance, c'est que tout le monde veut être sur Netflix, tout le monde veut être sur ces plateformes-là. Et il ne faut pas, après, s'enfermer, je pense, vers un seul diffuseur, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont prêts à accepter les films. Il faut aller les voir, et c'est seulement en élargissant le scope de ce qu'on veut faire du réseau qui pourront vraiment arriver, parce que Netflix, qui fait un travail formidable pour mettre en avant les contenus africains, ne pourra pas absorber tous les contenus. Si vraiment nous montons en puissance, comme on dit, pour passer de... Oui. Pour vous, donc, vous voyez l'arrivée de Netflix sur le continent d'un bon œil ou pas? Bien, je crois que Netflix, c'est un moyen, un instrument. Il ne faudrait pas le prendre comme son maître. C'est tout ce que je dis. Parce qu'ils font du très, très bon travail. Mais c'est une entreprise qui a vu une opportunité. Est-ce que l'argent revient à l'Afrique de manière générale et au contenu africain de manière plus précise? D'accord. Arzouma, vous aurez l'occasion de réagir sur cette question de la présence ou de l'arrivée de Netflix sur le continent. Le temps d'aller à Ouagadougou, le festival, le FESPACO est un événement biennal très attendu par les professionnels du continent qui se retrouvent dans la capitale burkinabé pour échanger, mais également pour guetter les opportunités. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, a rencontré quelques festivaliers. On va suivre. Bon, le Sénégal est invité d'honneur, mais dans les normes, si tu veux, tous les techniciens devraient être pensés, parce que ce sont les techniciens qui font des films. Je ne pense pas qu'au niveau de Ouagadougou, pourquoi ils ne sont pas encore éveillés pour savoir que le FESPACO ne doit pas inviter que des réalisateurs. Moi je suis arrivée hier, je n'ai pas encore vraiment vu tout, mais ça va par rapport, voilà, c'est normal comme d'habitude, quoi. Et pour moi c'est une belle expérience et j'ai beaucoup admiré l'organisation. Il y a beaucoup de découvertes
Et cet échange avec des réalisateurs, des producteurs, des diffuseurs, donc pour moi, c'est une belle expérience. Ça va un peu. Je peux dire que l'organisation, lui, c'est pas 100%, c'est côté organisation. On ne sent pas le FESPACO. Moi, j'aurais voulu que non, que de la manière dont tout le monde rêvait et puis attendait le FESPACO, que ce soit vraiment waouh. Même s'il y a eu des contretemps et on a essayé de le faire malgré, on doit sentir le FESPACO à travers, comment on appelle, au niveau de ronds-points, au niveau des écrans LED. On devra voir les photos de nos acteurs, pas burkinabés, africains. Les vrais acteurs qui ont marqué, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, même des machinistes, des grands types qu'on peut prendre les photos pour mettre au niveau des écrans LED, des écrans géants, des panneaux publicitaires. Mais pas pour prendre juste rien que les artistes musiciens pour mettre, voilà, bienvenue au FESPACO, bienvenue au FESPACO, ça ne va pas avec. Voilà. Voilà, merci beaucoup donc, pour ces réactions depuis Ouagadougou. Alors, on l'a vu, Arzouma, ces festivaliers sont surtout à Ouaga, à la recherche aussi d'opportunités, n'est-ce pas? Et si Netflix s'intéresse à l'Afrique, c'est certainement parce qu'il y a quand même un potentiel économique, de bons cinéastes, mais aussi en public, certainement. Mais est-ce que ces maisons de production extérieures ne risquent pas d'imposer le contenu qu'elles veulent et ôter un peu au cinéma africain son africanité, si on peut dire? Personnellement, je ne pense pas. Pour moi, le plus important, c'est d'exister, de diffuser ces films au plus grand nombre de personnes. Et si en passant, on peut se faire de l'argent, tant mieux. Ce que ces streamers, donc Netflix, justement, offrent comme possibilité aux créateurs de contenu africains de plus en plus. Facilement, on prend l'exemple de Nollywood, vous en parliez tout à l'heure, les producteurs qui ont des films sur Netflix à qui j'ai parlé, jusque-là, ils s'estiment très heureux et très satisfaits parce que pour une fois, leurs films qui étaient auparavant piratés tout le temps, maintenant, ces films-là ont un lieu d'atterrissage définitif où ils savent que le monde entier peut les voir. Et non seulement, ça ouvre des possibilités. J'en discutais la dernière fois avec une productrice nigériane qui me disait que grâce à ces films qui sont sur Netflix, elle reçoit des appels qui viennent de partout dans le monde, des producteurs qui veulent collaborer, qui veulent produire des films avec elle. Donc mais ça, c'est en termes d'opportunité, ce qui est très bien, mais en termes de contenu et en fait l'authenticité, c'est un peu une crainte aussi. Oui, je pense que les compromis, ça va toujours exister. Mais ça fait partie du métier. Quand vous avez un producteur et vous faites un film, il va toujours avoir un compromis qu'il faut faire. Moi, je préfère ça. Non, moi, je préfère ça. Non, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci. À la fin, il faut que le film, il faut que l'idée, c'est la bataille des idées, en fait, qui va gagner. C'est vrai qu'en tant que producteur exécutif ou producteur délégué, selon qu'on est dans le domaine francophone ou anglophone, on a le dernier mot, mais ça fait partie du jeu. Et je pense que tous les professionnels le comprennent. Ils savent bien que, bon, voilà, cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais la prochaine fois, on trouvera un moyen de faire passer. On peut toujours trouver le moyen, en tout cas, de faire passer son identité. Son identité, voilà. Le cas de Geneviève Nadji tout à fait. Au Nigeria. Tout à fait. Alors, comment est-ce que les investisseurs africains peuvent s'intéresser davantage au cinéma? Comment les pousser à investir, à mettre leur argent dans le cinéma africain? Que ça ne soit pas seulement Netflix ou Canal+ qui mettent les gros moyens. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on a des opérateurs économiques sur le continent qui peuvent faire beaucoup. Vous pensez à Aliko Dangote et tout. Bon, ils pourraient injecter beaucoup de fonds. Je pense que c'est une question de visibilité, de bénéfices. Dans le milieu de l'art en général, le retour n'est pas toujours garanti. Donc ça fait que c'est difficile. Pour voir des films un peu comme Wakanda. Et qu'on ne voit pas des films qui présentent l'Afrique sous le prisme de la négativité tout le temps. C'est vrai. Et je pense que vous prenez l'exemple de Wakanda, c'était un des déclics qui a ouvert les yeux à beaucoup de gens pour leur dire, écoutez, c'est un film, le cinéma, ça rapporte gros. Beaucoup de gens le savaient, d'autres sont encore hésitants. Mais je pense que dans l'ensemble, avec la nouvelle vague, la nouvelle génération qui est en train de monter,
et surtout avec cette transformation que le domaine même de l'audiovisuel est en train de subir, avec l'avènement de tous ces réseaux sociaux, TikTok, etc. On assiste à une nouvelle génération de producteurs de contenu qui s'affranchissent de toutes les barrières. Ils n'ont plus besoin de tout ça et l'essentiel pour eux, c'est d'exister sur YouTube. Et YouTube et les autres réseaux leur permettent de convertir justement cette exposition, cette présence, ce qu'on appelle le clout, en une manne. C'est quelque chose qu'ils peuvent en fait monnayer et vivre de ça. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui... On n'a pas beaucoup de temps, parlons quand même des acteurs, ceux qu'on voit à l'écran. Le rêve, c'est d'aller exercer leur talent ailleurs, en Occident. On a eu cette fameuse polémique au Sénégal avec cette actrice très célèbre d'une fameuse série qui finalement a claqué la porte à cause d'un salaire misérable, entre guillemets, qu'elle a dénoncé finalement. Ça pose le problème aussi de conditions de... Oui, la question des financements, la question justement de l'amélioration des conditions de travail en général des différents techniciens, que ce soit des acteurs ou les techniciens, parce qu'eux aussi, ils sont des acteurs entre guillemets. Et je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Au Burkina Faso, par exemple, il y a un fonds qui a été mis en place pour soutenir justement le domaine culturel, donc le fonds d'aide à la création audiovisuelle et touristique, si je ne m'abuse. Et donc, ce fonds-là met justement à disposition des acteurs culturels de l'argent régulièrement. Et c'est devenu le guichet principal. Je sais que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui se fait, mais c'est un exemple qui permettrait justement d'améliorer justement les conditions de paiement de ces acteurs-là, qui sont déjà heureux de pouvoir participer et vivre de leur art d'une certaine manière. En tout cas, merci beaucoup Arzouma. Merci également à Karine depuis Paris que nous avons malheureusement perdu. Et nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie énormément les invités, à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires, mais également sur notre site voaafrique.com et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.